Balade sonore rennaise, été 2020. Les temps suspendus du confinement nous ont portés à considérer d'un œil nouveau la ville que nous habitons. Cet été, un guide et une application ont été mis en place pour partir à la découverte des quartiers de Rennes à travers 6 balades. Pour tous ceux et celles qui ne peuvent pas se déplacer, nous vous les faisons découvrir en version sonore. Partons à l'aventure. Bonjour. Ça sent bon. Ah, vous vous êtes préparé un petit café? Non, merci, c'est gentil. On y va? Allez, c'est parti pour la 3e balade. Cette fois-ci, nous allons fouler les pavés du centre-ville en commençant par l'une des plus belles places de Rennes, la place de la Mairie. Le centre historique, au nord de la Vilaine, nous offre un véritable panorama de l'urbanisme, de l'architecture et de la création artistique à Rennes, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Les fouilles archéologiques récentes, liées à l'arrivée de la seconde ligne de métro et à la restauration de monuments comme le couvent des Jacobins ou les portes mordelaises, ont permis de mieux connaître les étapes de la genèse de Rennes. Impossible, donc, de commencer cette balade, dans le cœur de la cité, sans explorer son passé et évoquer le 2e plus grand incendie en Europe au XVIIIe siècle. Dans la nuit du 22 au 23 décembre 1720, la veille de Noël donc, la ville dort encore quand le feu prend accidentellement dans une échoppe du centre-ville. La légende raconte qu'il serait parti de l'arrière-boutique d'un menuisier de la rue Tristan, l'actuelle rue de l'Horloge, à la suite d'un abus de boisson et d'une querelle conjugale. L'incendie se propage très rapidement, de maison en maison et de toit en toit. Des rues tortueuses, étroites, des maisons à colombages, construites de manière très rapprochée, ont sans doute facilité le passage du feu. Et puis c'est l'hiver. Les greniers sont remplis de fagots et de bûches pour les cheminées et de foin pour le bétail. L'incendie va durer 1 semaine. Il faudra l'intervention céleste de la pluie pour qu'il soit enfin maîtrisé le 30 décembre. Une bonne partie de la ville est partie en fumée. 945 habitations sont détruites, soit 33 rues. Par miracle, seulement une dizaine de personnes a péri pendant la nuit, mais 8000 Rennais se retrouvent sans logis du jour au lendemain. La ville est marquée au fer rouge, et la mémoire de ce drame traverse les générations avec les guerziots, les chants bretons traditionnels qu'on raconte à la veillée. Cette catastrophe a conduit les urbanistes et les architectes à réaménager totalement le centre-ville en créant de nouvelles places et des monuments, dont le plus symbolique est l'Hôtel de Ville. Pour les Rennais de l'époque, c'est une révolution. De par les matériaux employés, la pierre est privilégiée, et le nouveau plan orthogonal, avec des îlots qui se coupent à angle droit, formant une ville rationnelle qui tranche avec l'imbrication médiévale. Nous sommes face à l'Hôtel de Ville, sur la place de la Mairie, qui est rectangulaire, entièrement pavée et piétonne. L'architecte, Jacques Gabriel, dessine donc un édifice bâti pour l'immortalité. Ce somptueux bâtiment, aux multiples fenêtres à petits carreaux, est de forme concave en son centre. 2 bâtisses symétriques encadrent la tour de l'horloge qui remplace l'ancien beffroi parti en cendres. La bâtisse de droite, le présidial, le tribunal d'instance, et celui de gauche, l'hôtel de ville, où sont célébrés les mariages. Au pied de la tour, une niche est creusée pour la statue de Louis XV. La statue, fondue à la Révolution, est remplacée par celle de la duchesse Anne de Bretagne et du roi de France, elle-même détruite en 1932 par des autonomistes bretons. Retournez-vous. C'est incroyable, non? Comme les courbes de cet autre magnifique édifice, l'opéra bien sûr, épouse celle de l'Hôtel de Ville. La rotonde de ce théâtre à l'italienne s'imbrique parfaitement au creux de la Mairie. Et pourtant, l'architecte, Charles Millardet, l'a construit 1 siècle après. Elle est composée d'une 20aine de fenêtres arrondies et surmontées de colonnes. Un véritable temple de la culture, dominé par 10 statues. Apollon, le dieu des arts,
entouré de ses 9 muses. L'opéra est encadré par 2 immeubles de 3 étages, dont le rez-de-chaussée à arcades forme une galerie. L'une d'elles sert d'entrée des artistes et l'autre d'accès à un restaurant. La belle salle à l'italienne de l'opéra comporte 644 places et son plafond présente une farandole bretonne peinte par Jean-Julien Le Mordant. Les danseurs en costume traditionnel breton et les 2 sonneurs, l'un à la bombarde et l'autre au binioucose, grimpent au ciel à travers les nuages. L'opéra a lui aussi été ravagé par un incendie en 1856, et cette fois-ci à cause d'un feu de cheminée mal éteint. Il est reconstruit à l'identique, ou presque, juste la couleur des fauteuils qui passe du bleu or aristocratique au velours rouge. Quittons la place au sud, en contournant ce joli manège qui est à demeure, et empruntons la rue Couetken vers l'est jusqu'à sa petite place. C'est là, en 1720, que le feu s'est arrêté à proximité du Parlement, qui, comme vous le savez, lui aussi a eu chaud, mais 2 siècles plus tard. En mémoire, une fontaine a pris place en 1993. De l'eau stagne et coule sur un plateau circulaire. La tête d'une femme, au visage délicat et paisible, est posée à la surface, sa joue droite effleurant l'eau. C'est l'œuvre du plasticien italien Claudio Parmigiani. Une tête de muse endormie posée sur l'onde. La sculpture représente Hygie, la déesse grecque de la santé et de l'hygiène reposant sur l'eau. Le seul remède qui vaille face au feu. Continuons tout droit, sur la rue du Vau-Saint-Germain, récemment devenue piétonne, et avançons jusqu'à l'église, une des plus vieilles paroisses de Rennes. L'église Saint-Germain a été bâtie sur une période s'étalant de 1470 à 1690, commencée en gothique flamboyant avec une nef assez haute et des faisceaux de nervures formant le départ des arcs des voûtes non exécutés, elle fut achevée en style Renaissance. Le clocher à la charpente recouverte d'ardoise qui domine l'église n'en était pas un, à l'origine, mais la tour du beffroi du corps de garde de la ville, cédée à la paroisse en 1651. À l'intérieur, des vitraux remarquables relatent la vie de la Vierge, de Sainte Anne et de Saint Joachim, père et mère de Marie. Après le drame de 1720, les niches à la Vierge se multiplient sur les façades des immeubles pour se protéger de nouveaux incendies. L'une d'elles se trouve au-dessus d'une porte dans un coin de la place Saint-Germain, juste derrière le futur escalator menant au métro. Longeons la place jusqu'au quai Chateaubriand et empruntons les escaliers qui vont nous permettre d'atteindre notre petit bateau électrique. Nous pouvons soit naviguer sous la dalle en ciment qui recouvre la Vilaine au niveau du Palais du Commerce, soit voguer entre les jardins flottants. J'ai fait mon choix. Et comme c'est moi le capitaine, larguons les amarres et partons à bâbord. Une vieille croyance populaire raconte que les jeunes filles au physique disgracieux, les vilaines, se transformeraient en jolies princesses après un bon bain dans les eaux du fleuve. Peut-être, mais une autre source plus probable évoque un lien avec une déesse gauloise dont le culte serait associé aux eaux vives. Séparant pendant des siècles la ville en deux, la Vilaine est domestiquée au milieu du XIXe siècle. Plusieurs de ses bras sont comblés et la ville basse est assainie. Choisies par les Rennais, dans le cadre de l'amélioration du cadre de vie, des petites parcelles de jardins flottants longent les quais de part et d'autre. Ainsi, des reines des prés, des angéliques des bois côtoient des iris ou des myosotis des marais. Quelle belle idée! Levons la tête à tribord, vers le musée des Beaux-Arts. Afin d'égayer la façade de cet immeuble imposant et austère, l'artiste Anne-Flore Cabanis a imaginé des sangles textiles de couleurs vives qui s'échappent des fenêtres. En ce qui nous concerne, notre échappée fluviale est déjà terminée. Nous devons débarquer sur le quai Chateaubriand, passer devant l'hôtel Pasteur, avant d'arpenter les allées du très joli jardin Saint-Georges et de son palais. Ce petit jardin à la française, réalisé par l'architecte Pierre Corbineau, offre un magnifique tableau floral, avec en toile de fond un somptueux palais du XVIIe siècle. Construit sous l'impulsion de Magdeleine de Lafayette,
belle-sœur de Madame, le palais arbore en façade son nom en lettres capitales. Occupé par l'armée depuis la Révolution française, le palais a été cédé à la ville, après quoi je vous le demande, un incendie, qui l'a gravement endommagé en 1921. À l'époque, il n'y avait pas encore la caserne des pompiers juste derrière. À la nuit tombée, la mise en lumière de l'édifice est splendide. Elle met en valeur l'élégance des hautes arcades surmontées de 2 étages en craie de couleur sable et une croix dominant un fronton orné d'armoiries de l'ancienne abbaye bénédictine, timbré d'une couronne royale et entouré de sculptures de femmes représentant des allégories de la justice et de la paix. Je vous propose de nous arrêter quelques instants dans ce jardin romantique. Un magicien nous attend, ou plus exactement, l'œuvre de Jean-Michel Sanejouan, qui était installé initialement place de la Gare, mais a été déplacé ici. La sculpture, intitulée donc « Le magicien », est le fruit de la rencontre fortuite de 2 cailloux ramassés et assemblés par l'artiste, puis agrandis lors de la transposition en bronze, formant la silhouette d'un personnage. Cette silhouette massive, de 3 mètres, au dos voûté, a le regard tourné vers la gare, empreint de nostalgie peut-être, ou de filouterie, pour mieux détourner le nôtre. Et oui, ses mains enfoncées dans les poches semblent prêtes à en sortir des foulards ou une colombe. Maintenant, traversons le jardin dans sa largeur, rejoignons la contre-allée opposée et installons-nous à l'ombre d'un libocèdre ou d'un ginkgo biloba, ces arbres venus de contrées lointaines. Et lisons un passage de La Princesse de Clèves ou Stendhal, qui dans ses mémoires d'un touriste a visiblement apprécié notre ville. Allez, sur ces belles paroles, levons-nous. Un petit passage sur le côté permet de rejoindre la rue Sergent-Guillard, qui débouche avenue Marteneau et nous entraîne vers le prince des jardins, le parc du Tabor, qui s'étend sur plus de 10 hectares. Passé la grille, un majestueux escalier, composé de 2 montées de marche, entourant une fontaine à l'eau ruisselante, nous invite à la visite. Nous ne sommes pas obligés de les monter 4 à 4, comme pour l'Urban Trail. Ce grand parc, aux multiples atmosphères, est un lieu incontournable et à toute saison. Il nous offre un jardin botanique, une volière, un kiosque à musique, une grotte, une orangerie, un jardin à la française, une roseraie, une aire de jeu pour les enfants digne de ce nom, et d'immenses pelouses prisées par tous. Hélas, nous n'avons pas le temps d'en faire le tour. Mais une autre fois peut-être. Après ce grand escalier, quelques marches encore, et nous prendrons à gauche au niveau du carré du Guesclin. Cette grande pelouse que nous allons couper en diagonale. Si cela vous tente, un vendeur ambulant régulièrement installé près de l'église Saint-Melaine propose des glaces. Sortons du parc et arborons la place Saint-Melaine qui doit son nom à Saint-Melaine, évêque de Rennes, au VIe siècle. Elle est bordée par l'ancienne abbaye bénédictine Notre-Dame en Saint-Melaine, dont la fondation remonte au VIe siècle autour de la tombe de l'évêque et dont il ne subsiste aujourd'hui que le palais abbatial, le cloître et l'église. Derrière l'église, donc, le cloître, avec au fond de sa galerie, protégée du vent et des regards, des sans-abri trouvent souvent refuge sous un Christ les bras ouverts, sculpté au plafond. Revenons sur nos pas et prenons la rue Saint-Melaine. Cette rue piétonne nous mènera jusqu'à la place Hoche. Cette place, aménagée vers 1890 sur les plans de l'architecte de la ville Jean-Baptiste Marteneau, est entourée d'immeubles remarquables, dont l'hôtel néo-gothique Galicier qui ressemble avec sa tourelle à un petit château. À ses abords se tient l'actuelle faculté des sciences économiques qui fut le grand séminaire de la ville, construit à partir de 1857 par l'architecte de renom Henri Labrouste. Laissons derrière nous la place Hoche. Traversons la rue d'Entrain, contournons par la droite la basilique Saint-Aubin en Notre-Dame de Bonne-Nouvelle en direction de la place Sainte-Anne où se trouve le couvent des Jacobins. Si vous tendez l'oreille, vous entendrez peut-être les chanteurs et musiciens de l'Orchestre symphonique de Bretagne en pleine répétition. En effet, le couvent est devenu centre des congrès de Rennes Métropole.
Il possède entre autres un auditorium à l'acoustique idéale pour recevoir 1200 personnes. Dès l'Antiquité, ce site était très fréquenté. Oublié au Moyen-Âge, car en dehors des murs de la ville, il connaît une nouvelle vie dès le XIVe siècle, avec l'ouverture d'un couvent où sont célébrées en 1491 les fiançailles d'Anne de Bretagne avec le roi de France. Le bâtiment a bénéficié d'un spectaculaire chantier de restauration au cours de la dernière décennie, pour le transformer en centre des congrès et en office de tourisme. Ces travaux ont été l'occasion de demander à l'artiste Laurent Grasso la réalisation d'une installation à l'intérieur des baies de la nef de l'église. Ces ouvertures en ogive sont obstruées par des prismes superposés et motorisés en cuivre qui reflètent la lumière à l'intérieur et à l'extérieur de la nef. Allons errer rue Saint-Michel, ruelle pavée bien connue des étudiants pour ses bars festifs, et admirons ses maisons en pans de bois. Cette rue de la Soif nous emporte jusqu'à la place des Lys, qui doit son nom au tournoi qui se déroulait au Moyen-Âge, hors de la ville, dans des enclos. Du Guesclin y aurait fait ses premières armes. Après l'épidémie de peste de 1622, elle devient le lieu où se tient le marché de la ville, relégué hors ses murs. Cette pratique perdure. Le marché des Lys, du samedi matin, est le plus gros de Rennes et l'un des plus beaux de France. Il offre à la vente des produits de la campagne environnante. Ces deux pavillons, construits en 1870, les Halles Marteneau, du nom de l'architecte, sont classés aux monuments historiques. Des murs de briques rouges et crème, formant des motifs en losange, rythmés par de fines colonnes de fonte, soutiennent une double toiture en zinc à 4 pans. Allons jusqu'au bas de la place des Lys. De l'Antiquité à l'époque moderne, Rennes est dotée de remparts qui enserraient la ville en la protégeant, et dont les portes mordelaises sont aujourd'hui le vestige le plus conséquent. Ces portes constituaient l'entrée principale de la ville. Ce châtelet d'entrée et son pont-levis permettaient une protection contre les attaques. Une grande porte et une petite porte piétonne, toutes deux en ogive, sont encastrées entre deux grosses tours couronnées de machicoulis qui permettaient des tirs à l'arc plongeants ou de laisser tomber des tonneaux d'excréments sur les attaquants. Au-dessus de la grande porte se trouve une pierre gravée d'un blason, deux lions de part et d'autre d'une lance. C'est le drapeau des ducs de Montfort, qui régnaient sur la Bretagne de 1364 à 1514. Pour valoriser ce monument, la ville de Rennes a prévu plusieurs aménagements. Un jardin en gradin dans les douves, pour révéler les strates historiques du site, une terrasse le long de la rue nantaise et un circuit touristique longeant les remparts jusqu'au square Hyacinthe-Laurette et la croix de la Mission. Passons la porte et marchons jusqu'à la cathédrale Saint-Pierre, juste en face de nous, où nous attend le retable en versoix. C'est la partie postérieure qui surmonte verticalement l'autel, la table sur laquelle est célébrée la messe. Ce retable flamand, chef-d'œuvre de la sculpture du XVIe siècle, a été installé en 2019 au sein de la salle du trésor de la cathédrale, nouvellement aménagée, aux côtés de vitrines présentant les objets et vêtements liturgiques majeurs de la cathédrale. Ce joyau historique, en bois de chêne sculpté et au décor raffiné et foisonnant, est dédié à la Vierge Marie. Il est divisé en 3 parties. Dans la partie basse, du centre, est représenté le mariage de la Sainte Vierge. À gauche, l'adoration des bergers. À droite, l'adoration des mages. Dans l'étage supérieur, à gauche, la circoncision. À droite, la présentation au temple. Au centre, la mort de la Sainte Vierge. Et en partie supérieure, l'Assomption, l'enlèvement au ciel de la Vierge Marie. Protégé par une grille qui permet de le voir d'assez près, il est aujourd'hui mis en valeur grâce à un éclairage et à une médiation adaptée, comme des panneaux explicatifs, des jumelles ou un dispositif pour les non et malvoyants. Il occupe ainsi la place qu'il mérite dans la cathédrale et dans la ville. C'est ici que nous terminons notre balade sonore au cœur du quartier historique de Rennes. Je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour le 4e épisode de l'été. Cette fois-ci, nous irons en direction du sud, dans le quartier du Blône.